Aujourd'hui, on ne manque pas d'idéologie, mais on manque d'espérance, c'est-à-dire de ce sens du possible. Pour commencer, essayons de comprendre ce que n'est pas l'espérance. L'espérance n'est pas un trait psychologique. C'est pourquoi je la distingue de l'espoir, qui est le désir de voir ses vœux particuliers se réaliser dans un délai assez court, donc qui ne concerne que soi. L'espérance a une dimension plus universelle et elle n'est pas non plus l'optimisme. Et donc l'espérance, c'est quoi exactement ? L'espérance a deux traits particuliers, c'est une attente et c'est plus précisément la faculté à voir dans le chaos du présent des signes avant-coureurs de quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui peut dessiner un horizon d'espérance, qui est comme une imminence. Et cette capacité à déchiffrer en dépit des obstacles quelque chose qui fait croire en l'avenir, eh bien suppose paradoxalement la traversée du négatif, l'expérience de la souffrance qui permet justement, et c'est paradoxal, d'en finir avec ces illusions, d'ouvrir les yeux vraiment sur la gravité d'une situation et de reconnaître que les solutions que l'on avait imaginées ne marchent pas. Ok, sans illusion, mais l'espérance, ça a une petite dimension chrétienne, non ? C'est vrai que l'espérance aussi est une vertu théologale. Charles Péguy va comparer l'espérance à une petite fille qui traîne ses deux grandes sœurs, à la fois comparée à une épouse loyale et la charité à une mère. Et ce qui montre bien, si elle est une petite fille à laquelle en général personne ne fait attention, c'est que l'espérance n'est pas spectaculaire, mais qu'elle a une efficace, pour ainsi dire. Mais alors, à qui est-ce que ça cause ce sujet d'espérance ? Je m'adressais vraiment à celles et ceux auxquels on s'adresse très peu en philosophie. Parler du désespoir, il y en a très peu qui en parlent, et puis c'est vrai que pour pouvoir en parler, il faut peut-être un peu l'avoir connu. Et du coup, comme moi j'ai fait l'expérience de la dépression entre ma 20e et ma 30e année, j'en ai un souvenir encore important, bien j'ai voulu parler un petit peu de cela, même si ce n'est pas une confession, hein. Et ensuite, non pas proposer des solutions, parce que je ne les ai pas, mais dire que, paradoxalement, notre situation actuelle, qui est très difficile, qui est même une impasse, est peut-être l'occasion de faire un inventaire au niveau individuel et collectif pour voir ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut changer, et ce qu'il faut continuer de chérir, et comment. Est-ce qu'on peut parler de dépression individuelle mais aussi collective ? Nous sommes confrontés à la possibilité de l'effondrement qui souligne pas seulement les menaces pour notre survie et celles des autres espèces, mais c'est aussi, cela pointe la précarité de notre civilisation. Ça veut dire que nous devons remettre en question un certain nombre d'idées avec lesquelles nous avons été élevés. Donc la fierté d'appartenir à une civilisation, les certitudes que nous avions, tout ça s'effondre et ça produit un remaniement psychique important, de doute, de perte de repères. En quoi notre fragilité actuelle nous rapproche-t-elle des autres vivants ? Ce qui est certain, c'est que l'acceptation de ces émotions négatives, dans le cas de l'éco-anxiété, la prise de conscience de la gravité de la situation et des souffrances qu'on impose aux autres vivants, dans le cas de la souffrance pour la souffrance des bêtes, eh bien, le fait de le prendre sur soi, en comprenant aussi que ceux qui font souffrir les bêtes ne sont pas des bourreaux, mais qu'on prend aussi sur soi ce qu'ils font. On accepte que c'est aussi notre modèle de développement. Donc accepter aussi de prendre ce risque de souffrir pour les autres vivants. Accepter d'être une sentinelle aussi, qui sent un peu ce qui ne va pas, qui ressent les choses. Bon, ben c'est un type de courage et c'est ça effectivement, plus que la dépression, c'est cette anxiété-là, on va dire, cette inquiétude-là, cette manière d'enlever ses armures ou son armure qui permet, c'est vrai, de ressentir au plus profond de soi ce qui nous lie aux autres vivants.
Et alors vous, de quoi êtes-vous matrice? Je porte cet amour de la vie, précisément parce que, je crois, j'en ai senti la fragilité, et de la vie et de l'amour de la vie, en raison d'expériences d'extinction de ce désir de vivre que j'ai pu faire. Mais moi, je porte cet amour de la vie et du vivant dans tout mon travail, qui est un travail de la reconstruction. Alors, reconstruction, ça veut dire qu'on est conscient de ce qui a été détruit, ce qui peut se détruire, cette fragilité des institutions, du vivant. Donc moi, c'est vrai que c'est même ce qui me pousse à écrire, sinon je n'écrirais pas. Corinne Pelluchon, que voyez-vous émerger de cette matrioshka? Eh bien, dedans, il y a un fil ténu, invisible, qui relie les vivants entre eux, comme cette petite énergie, et comme cette petite fille dont Peggy parle et qui traîne les autres, cette grande sœur, la foi et la charité. Matrioshka.